Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, chers amis de l'Athénée, l'avenir n'est pas très encourageant. C'est vrai que la guerre est à nos portes avec son lot d'horreur et d'exactions. L'extrême droite et son discours haineux est en progression dans presque tous les pays. Le racisme et l'extrémisme s'immiscent insidieusement dans la vie de toutes les populations. Il suffit de regarder ce qui se passe sur les stades de football actuellement. Alors quand des jeunes, sous la houlette de leur professeur, Madame Trottin, se mobilisent pour dénoncer ces atrocités et à quoi elles peuvent mener, on ne peut que les encourager et les soutenir. C'est pourquoi la Maison de la laïcité de Fleurus sera toujours un partenaire à part entière quand il s'agit de défendre la liberté, que ce soit de pensée, d'opinion ou de conviction philosophique. Cette liberté et l'égalité entre tous les êtres humains, comme le souligne la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est l'ADN de la Maison de la laïcité. Celle-ci ne peut donc que féliciter ses élèves qui osent prendre la parole et dénoncer la transgression de ces valeurs et les crimes et barbaries qui les accompagnent. C'est la seule façon de ne pas oublier. Je passe donc la parole d'abord à Monsieur le Préfet et puis avec grand plaisir à ses passeurs de mémoire. Merci Jean-Marie. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, tout d'abord, je vous remercie d'être présents ce soir. Je vous encourage peut-être ainsi à continuer à marquer l'empathie par rapport au travail d'élèves engagés et conscients. Aujourd'hui, il fait beau, comme hier, et sans doute comme demain. Il est difficile d'imaginer qu'en Val de Castel, dans les récentes actualités, ou dans des actualités plus lointaines, certains déportés, pour des raisons politiques, pour des questions ethniques, pour des questions parfois d'opposition politique, ne profitaient pas de ce beau temps du fond des geôles où le noir ne suscitait chez eux aucun espoir. Ben, cet espoir, nous l'avons. Nous l'avons parce que, à travers les valeurs que M. Henrys, que Jean-Marie vous a développées, nous les retrouvons au quotidien dans les cours que nos professeurs s'efforcent à donner à nos élèves, et particulièrement aussi Mme Trottin dans le cadre de l'histoire, qui est fort indiquée pour cela, avec des élèves qui sont partis en voyage, mais qui ne sont pas partis en voyage uniquement pour se changer les idées, mais pour apprendre finalement une constante de l'humanité, faite d'empathie, faite de conscience de l'autre, et dès lors de conscience de soi-même. Je ne serai pas plus long parce qu'ils vont dire des choses beaucoup plus intéressantes encore que celles que je pourrais vous dire. C'est donc avec plaisir qu'avec vous, je vais découvrir leur reportage de voyage, et je les en remercie déjà de l'avoir fait. Voilà, merci à tous. Je suis heureuse de vous présenter le travail de mes élèves. Donc, c'est un travail qui les a tenus en haleine toute l'année. Donc, ils ont vraiment investi énormément d'heures, ils ont vraiment donné énormément de leur personne pour pouvoir aboutir ce projet, notamment le voyage, les recherches, le montage de la vidéo, les nombreuses prises de vue. Donc voilà, je suis heureuse de vous le présenter, je suis très fière et je me permets de vous annoncer aussi que vous pourrez poser des questions à la fin du reportage. Donc il y aura un petit jeu de questions-réponses et un petit échange de réflexion à la fin. Bon visionnage à tous, merci. Avant le voyage, est-ce que tu avais déjà pris l'avion ? Oui, à plusieurs reprises, mais c'était une première en voyage scolaire et j'ai vraiment apprécié l'ambiance autant à l'aller qu'au retour. Oui, 2 fois. Quand j'ai pris quand on nous a dit qu'on allait prendre l'avion, y a certaines amies que j'ai qui n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Elles étaient plus surexcitées que moi, alors que j'avais déjà pris l'avion et que j'adore ça.
notamment Léna et Ciara qui étaient surexcitées, photos de partout. Enfin, Ciara a plus dormi dans l'avion qu'autre chose, mais Léna a fait des photos de tout ce qu'elle voyait dans le ciel. Il y avait un nuage. Oh, le nuage, il est magnifique. Après, elle me regardait, elle fait oh, Ethan, t'as vu là? Et moi, j'étais là. Ouais, j'ai déjà vu. Enfin, voilà quoi. Et quelles sont tes impressions sur la ville en général? Moi, j'ai bien aimé la ville. Juste, j'ai eu un peu du mal à me faire comprendre parce que je parle pas très bien anglais. C'est vraiment une super belle ville avec toutes les époques mélangées dans une seule ville. Une super ville, super propre, je trouve. Mais le bémol que je pourrais donner à cette ville, c'est vraiment la politesse des habitants en général. Je trouve qu'ils sont froids, pas accueillants, et si on n'a pas la barrière de la langue, ça n'ira pas. Les pigeons, il y avait vraiment beaucoup de pigeons et la légende et tout, j'ai bien aimé la légende autour de ces animaux. Après, il y avait aussi les églises, il y avait pas mal d'églises. Et surtout, le côté médiéval de la ville, moi j'ai bien aimé en tout cas. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la ville? Je dirais la basilique Sainte-Marie et l'architecture. Peux-tu être plus précise? Bien sûr. Donc la basilique Sainte-Marie, c'est une vieille bâtisse qui a été construite entre 1220 et 1320. Et elle est assez impressionnante. C'est vraiment le style néo-gothique avec la Renaissance. C'est très époustouflant, c'est immense. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de bâtisse. On a notamment eu le droit de voir les différentes parties de la vie de Jésus en une cérémonie. C'était assez impressionnant aussi, je trouve ça très beau. Il y a aussi le chant de la trompette sur une des tours, qui ça est aussi un symbole de Cracovie. Et l'architecture, pourquoi? Car c'est assez impressionnant, ça étouffe pas pourtant, mais c'est vraiment pas quelque chose de commun ici en Belgique. Et c'est ça qui m'a aussi marqué en Pologne, c'est que ça a un côté différent, c'est une autre culture et c'est très beau à voir. Quelles sont tes impressions sur la visite? C'est une très belle ville, mais le problème c'est que la visite était beaucoup trop longue pour une seule journée. Je trouve ça beaucoup trop long. 12 heures de visite, on a eu un peu ras-le-bol à la fin, même si c'est une belle ville. Moi j'ai bien aimé dans l'ensemble, j'ai trouvé ça chouette. Je trouve que ça a soudé notre classe l'histoire de quelques soirs et ça nous a rapprochés de nos profs. C'était chouette. J'ai vraiment bien aimé, j'ai beaucoup appris. Par exemple, je ne savais pas qu'en Pologne il y avait une royauté. J'ai aussi appris qu'il y avait Copernic qui avait étudié en Pologne et je ne savais pas qu'il avait un lien avec la Pologne. Donc voilà. Mais pourquoi avons-nous fait ce voyage? Je fais ce voyage scolaire un an après l'invasion de mon pays, l'Ukraine par la Russie. Le prétexte de Poutine était de lutter le nazisme. Cette excuse m'est tellement ridicule que chez moi ou les Ukrainiens autour de moi en riant. Cela les a fait oublier ce qu'était réellement le nazisme, que c'était une idéologie horrible qui a causé le génocide de plusieurs millions de personnes pendant la guerre. Il ne faut pas utiliser des mots sans savoir. Il faut se souvenir et faire tout pour qu'aucune autre idéologie ne conduise jamais à de telles erreurs. Bonjour à tous, mon nom est Ina Valloy, je travaille pour le programme La haine je dis non du Centre communautaire laïque juif. Aujourd'hui est effectivement un grand moment. Je sais que vous connaissez tous Ginette Kolinka parce qu'elle a fait une vidéo avec Thibaut. Et donc ça a été effectivement un grand succès puisqu'elle a été vue, je pense, plus de 500 000 fois, Ginette, votre vidéo avec Thibaut Inché. 5 millions. 5 millions carrément, merci de cette précision. Ginette Kolinka, née le 4 février 1925, est une survivante française du camp de Birkenau, Auschwitz, et fait partie des passeurs de mémoire de la Shoah à partir des années 2000. Ayant aujourd'hui l'âge de 98 ans, elle participe à des interviews télévisées, témoigne aussi auprès de diverses personnes, des youtubeurs par exemple, et a déjà écrit 2 livres. Retour à Birkenau, dans lequel elle raconte son retour à Birkenau comme le dit le titre, et a accompagné d'élèves. Elle partage ses ressentis, ses pensées et en même temps ce qu'elle a vécu là-bas. Puis son second livre, Une vie heureuse, où elle nous fait visiter son appartement à Paris, dans lequel elle habite depuis qu'elle a 10 ans. Elle nous raconte la vie de chaque objet, comme des dessins d'écoliers qu'elle a rencontrés, des portraits de sa famille, tout comme des meubles laissés par les collabos et bien d'autres meubles encore. Elle parcourt la France, allant aussi dans les écoles pour témoigner de l'horreur de plus de 6 millions de personnes ont vécu à Auschwitz. Et nous avons eu le privilège de la rencontrer ici, à l'école, en Belgique.
Durant cette conférence de plus ou moins 3 heures, elle nous a parlé de tout ce qu'elle a vécu en détail, allant de sa vie normale jusqu'à son arrivée au camp par train, la perte de son père, de son frère et son neveu, ses conditions de vie, les rumeurs dans les camps, ses activités jusqu'à la libération. Vous vous rendez compte, 3 heures de témoignage devant 200 élèves à 98 ans? On a eu beaucoup de chance et on ne l'oubliera jamais. Pour ma part, la visite des camps m'a vraiment fait penser à Madame Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz. Cela m'a rappelé tout ce qu'elle est venue nous expliquer et ça a aussi permis de m'imaginer l'horreur de la vie dans les camps plus brièvement. Je n'aurais jamais pensé que c'était si atroce. C'est une expérience riche en émotions qui marquera nos esprits, les esprits des générations futures et surtout qui m'a fortement marqué moi. Je suis sortie de cet endroit avec le cœur retourné. L'agencement de cet endroit est horrible et inconcevable. Je ne cesse de me demander comment des humains ont pu créer de telles horreurs. L'environnement m'a particulièrement oppressée. En étant dans le camp, j'ai ressenti une sensation bizarre, comme si quelqu'un m'observait. Une pensée s'est imposée à moi, celle pour les rescapés qui ont dû continuer à vivre avec cela. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le fait qu'à l'extérieur, les bâtiments avaient encore l'air neufs, alors que quand on y rentre, on peut voir des choses horribles comme les cheveux coupés pour être utilisés par après, les chaussures d'enfants, ou encore les bagages avec les noms des personnes qui espéraient en arrivant juste travailler et ne pas être arrachés les uns des autres et mourir dans de telles souffrances que personne n'aurait pu imaginer. Après 2 ans de travail et de recherche de manière générale, mais aussi par rapport à mes recherches plus poussées dans les films et dans les livres, sur les chambres à gaz et le mécanisme d'extermination, j'ai encore appris d'autres choses grâce à ce voyage. J'ai été étonnée qu'il y ait eu des hôpitaux, même si c'était des antichambres de la mort. J'espère vraiment pouvoir perpétuer la mémoire de ce génocide, de cette douleur, même si c'est un rescapé a dit un jour.
Merci de perpétuer cette mémoire, mais vous venez visiter, mais moi j'y étais, et moi j'ai vu mes amis mourir. Nous ne ressentirons jamais leur douleur. C'était très enrichissant et émouvant d'avoir pu voir de nos yeux le camp. Je trouve que la force mentale dont les prisonniers ont fait preuve était très impressionnante. Il y a aussi la structure et la réflexion autour du camp, ainsi que la torture psychologique impressionnante exercée sur les prisonniers. La manipulation y était très cruelle. Quand les personnes arrivaient, elles pensaient venir travailler et non être exploitées ou tuées. On séparait les hommes et les femmes de manière à ce qu'en cas de révolte ou désobéissance, la famille soit menacée de représailles. Il y a aussi des éléments qui me dégoûtent et me révoltent, comme le fait qu'il y ait des nazis qui volent les affaires personnelles et précieuses des prisonniers. Les prisonniers devaient vivre dans des baraquements où des maladies et des problèmes sanitaires se propageaient, et ainsi qu'ils devaient dormir et comment ils devaient vivre et dormir dedans me dégoûtait. C'est une visite qui ne peut laisser insensible. On en ressort ébranlé d'avoir vu de telles horreurs. Comment peut-on faire cela à d'autres humains ? J'ai pas vraiment eu d'émotions fortes. J'ai eu un peu le cœur serré, mais pas au point d'avoir les larmes aux yeux ou de pleurer. On peut imaginer la douleur, mais on peut pas vraiment comprendre ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment très compliqué. J'ai vraiment eu une impression d'être toute petite, d'être serrée, même si le lieu est très grand. Tout est vraiment horriblement bien pensé, que ce soit les bâtiments, l'écart entre les tours de guet pour pouvoir surveiller à 100% la zone. C'est vraiment difficile d'imaginer la chose sans l'avoir vue. On se pose même la question de comment c'est possible d'avoir créé quelque chose d'aussi grand et d'aussi bien pensé. Une fois arrivée sur le site d'Auschwitz, j'ai eu du mal à me mettre dans le contexte, déjà car il faisait bon, et donc j'ai eu du mal à m'imprégner du lieu. Je m'attendais à ce que le lieu soit plus triste, moins bien entretenu, ce qui m'a encore moins permis de m'imaginer ce que ces personnes ont pu vivre. Les deux camps déjà sont très différents, n'est-ce pas? Parce que le premier, Auschwitz I, camp de concentration, c'est des blocs solides, c'est des blocs en briques et on visite une exposition. Donc c'est pas forcément la chose à laquelle on s'attend quand on arrive là-bas. Après, il y a beaucoup de groupes à côté, n'est-ce pas? Donc qui nous suivent, qui sont devant, qui sont derrière. On est un peu peut-être aussi distrait par ça. À Birkenau, c'est complètement autre chose. D'abord par rapport à l'étendue. Et puis, ça dépend aussi beaucoup de la période de l'année, au moment de notre visite. En hiver, s'il y avait de la neige, il faisait, je ne sais pas, moins 10 par exemple, on aurait sûrement vécu cette visite tout à fait différemment. Parce qu'à ce moment-là, on se rend compte plus facilement des conditions dans lesquelles vivaient les déportés, les sabots en bois et les treillis sur leur dos, n'est-ce pas? Si on arrive en été, c'est encore autre chose. S'il y a la chaleur, on a soif, n'est-ce pas, tout de suite. Et puis, en été, on voit de l'herbe pousser partout. Et je me souviens très bien d'un témoignage que j'ai entendu lors d'une de mes visites. Tout simplement, pendant le fonctionnement du camp de Birkenau, il n'y avait pas de l'herbe dans le camp. Parce que premièrement, il était tout de suite piétiné par des milliers de déportés. Et si un bout arrivait à pousser, c'était tout de suite mangé. Il ne faut pas oublier que les gens, les déportés, mangeaient carrément de la faim.
Ça fait bizarre de se dire que ça s'est vraiment passé là où on était il y a quelques semaines. C'est horrible ce qui s'est passé à Auschwitz et ailleurs en Pologne, ça devrait plus jamais exister d'ailleurs. La guide expliquait que lorsqu'un détenu s'approchait des barbelés, le soldat lui tirait dessus, et ce n'est qu'une infime partie de tous ces meurtres de sang-froid qui ont été commis. Justement, c'est parce que ça devenait insupportable de tuer de sang-froid que les nazis ont conçu la chambre à gaz. Au final, ça leur facilitait juste la tâche. C'est horrible les conditions dans lesquelles les détenus survivaient, mouraient. Je garde qu'un seul mot en tête quand je pense à Auschwitz, c'est inhumain. Pour moi, ce qui se passe à Auschwitz, c'est inhumain. D'après ce que j'avais vu ou entendu sur internet, je m'attendais à ressentir un sentiment de peine quand j'ai été visiter le camp, mais j'ai pas du tout ressenti quelque chose. Mais je trouve que le fait d'avoir une survivante qui est venue faire un témoignage était plus émouvant que de visiter le camp en lui-même. Malgré ça, c'était une visite super intéressante et j'ai trouvé que c'était important de faire passer le message. Je trouve que Auschwitz c'est vraiment devenu un petit peu une usine à touristes. Tout le monde se suit à la chaîne et ça perd un peu de son but qui est de laisser une trace. Et un peu la même chose pour Auschwitz-Birkenau, les espaces éloignés les uns des autres. Ça ressemble un peu juste à une petite balade et du coup ça perd son but qui est de laisser une trace. Je me suis demandé comment on pouvait vivre après de tels événements. La mort de nos proches est naturelle, tandis que pour eux, ils ont été assassinés. Tués prématurément, dans l'anonymat. Passionnée en psychologie, j'ai fait plusieurs recherches. Les rescapés des camps sont très impactés, mais pas que. Leurs descendants aussi. C'est ancré dans leur ADN. La souffrance est indélébile. Souffrir là-bas, mais aussi être torturé intérieurement sur des générations. C'est affreux quand on y pense. Il y a beaucoup de culpabilité. Pourquoi j'ai survécu et non quelqu'un d'autre, moi parmi des millions, est une des nombreuses questions qu'ils se posent. Ils ressentent une velléité permanente accompagnée de différents troubles et malheureusement, un trouble en entraîne d'autres. Les troubles les plus répandus sont ceux de type dépressif, psychasthénique et troubles psychotiques spécifiques, essentiellement des délires interprétatifs et paranoïaques. Chez beaucoup de survivants, l'imagerie terrifiante est présente, chaque jour de la vie depuis 50 ans. D'autres victimes ont été envahies par cette symptomatologie après un temps de latence considérable, parfois plusieurs années. Le syndrome post-traumatique est caractérisé par des réminiscences et des cauchemars figurant les scènes du passé, un deuil interminable, des sentiments de culpabilité d'avoir survécu, de l'irritabilité et des manifestations psychosomatiques, un sentiment d'abandon et des tendances à la suspicion morbide. Le temps s'est définitivement figé, suspendu à l'époque des plus grandes souffrances. Durant l'exposition, on est subjugué devant les lieux en vrai. On se dit que c'est pas que des photos ou des documents qu'on met en place. On se rend compte de l'ampleur des faits, même si on le savait déjà, là en quelque sorte on l'assimile vraiment. Ce qui est étrange aussi, c'est le contraste entre Auschwitz qu'on a visité, où c'est aménagé pour apprendre, se recueillir, et le ghetto qu'on a visité où au contraire la vie a repris.
Comme vous pouvez le voir, tous les visiteurs d'Auschwitz ne sont pas là pour la même raison. Certains veulent faire le buzz sur les réseaux, quitte à en prendre la pause, tandis que d'autres le visitent pendant un city trip. Et quoi? Que pouvons-nous faire? Limiter? Interdire? Ou se dire que même si la mémoire n'atteint pas tout le monde, elle est passée malgré tout? J'ai été assez déçu par ce lieu. On l'a beaucoup vu dans les films ou imaginé dans les livres comme un lieu sombre, où on pouvait se recueillir. Mais ce n'est pas trop possible. Je ne pense pas qu'un lieu de mémoire tel qu'Auschwitz pouvait devenir un lieu aussi touristique où on peut acheter ses souvenirs. On a quand même du mal à imaginer l'horreur qui s'est produite ici, tellement le camp est noir de monde et que nous sommes pressés dans chaque pièce. Quelle est la politique de la Pologne quant à l'entretien des sites mémoriels qu'elle renferme? Alors tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, le premier site mémoriel qui a été classé comme lieu de mémoire, comme un musée, c'était Auschwitz-Birkenau, qui était le plus grand camp de concentration et d'extermination allemand-nazi construit sur le territoire de la Pologne occupée. Pour d'autres camps, il a fallu plus de temps, mais il faut aussi souligner, je dirais, la différence entre le camp de concentration et le camp d'extermination. Puisque jusqu'aux années 60, on ne faisait pas du tout cette différence-là. Et donc, du coup, le pays parlait de victimes nationaux, de victimes français, de victimes slovaques, tchèques, polonais, autrichiens. On ne mettait pas en relief les origines des victimes. Ça a commencé à la fin des années 60, début des années 70. Et c'est important de souligner parce que la majorité des Juifs polonais ont été exterminés dans 3 camps. Le camp de Bełżec, Sobibór et Treblinka. Et donc, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moment où les nazis liquident les camps, ils essayent d'effacer toutes les traces de leurs crimes commis pendant la guerre. Et donc, du coup, ce terrain reste abandonné. Et il a fallu attendre le début des années 60 pour que des mémoriels, des monuments commémoratifs soient placés sur ces endroits-là. Mais il a fallu attendre pratiquement la chute du régime communiste, les années 90, pour qu'il y ait les premières initiatives d'établir des musées. Donc, c'est notamment le cas du camp de Bełżec, où le musée a été inauguré en 2004, si je me rappelle bien maintenant. Comment les Polonais ont vécu la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Eh bien, il faut rappeler qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne a été agressée par 2 pays, par l'Allemagne nazie et par l'Union soviétique, parce que Hitler et Staline ont signé un pacte, n'est-ce pas, de la double agression contre la Pologne. Mais donc, après, c'était la guerre germano-soviétique, ce qui fait qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne a été libérée par l'Armée rouge. Mais cette libération se faisait avec du feu et du sang. Donc pour beaucoup de Polonais, la libération par l'Armée rouge était parfois pire que l'occupation allemande. Il faut aussi rappeler que certaines régions de la Pologne ont été d'abord occupées par les soviétiques pour se retrouver après dans la zone d'occupation allemande et à la fin à nouveau dans la zone d'occupation soviétique. Et en plus, après la Seconde Guerre mondiale, il a été décidé de changer les frontières polonaises. Donc certaines régions polonaises d'avant la guerre sont devenues le territoire de l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Donc le mémoire de Polonais, ça varie beaucoup en fait de la région qu'ils habitaient avant la Seconde Guerre mondiale et aussi en fonction dans quelle zone d'occupation ils se sont retrouvés. Mais donc la libération par l'armée soviétique, c'était aussi le moment d'installation sur le territoire de la Pologne occupée du premier gouvernement provisoire communiste. Donc quand la Seconde Guerre mondiale se termine au mois de mai 1945, la Pologne se retrouve automatiquement sous le régime communiste, un système qui nous a été imposé, on ne l'avait jamais choisi. Donc pour dire qu'en Pologne, on ne fête pas le 8 mai. Ce n'est pas un jour férié, ce n'est pas une fête, parce qu'en Pologne, on a très vite compris qu'une nouvelle forme d'oppression commençait sur notre territoire. Donc le régime communiste qui se terminait en 1989 seulement.
Avez-vous l'impression que l'histoire se répète? Oui. J'ai l'impression exactement que l'histoire se répète, mais ce n'est pas pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est répétée déjà pendant la guerre au Rwanda, en Afrique. Elle s'est répétée aussi pendant la guerre dans l'ancienne Yougoslavie. Et malheureusement, elle se répète maintenant avec la guerre en Ukraine. Et pour vous, quel parallèle est entre la guerre en Ukraine et la Deuxième Guerre mondiale? Je dirais que premièrement, c'est parce que selon la propagande russe, les Russes, on dirait qu'ils se considèrent comme une nation supérieure par rapport à la nation ukrainienne. Après, ils se permettent d'agresser un pays indépendant. Son indépendance a été reconnue après la chute de l'Union soviétique. Ses frontières ont été reconnues à l'échelle internationale. Ils ont commencé l'agression déjà en 2014 pour occuper une partie de son territoire. Et maintenant, c'est la guerre ouverte avec le bombardement. Et puis, c'est aussi un peu, je dirais, la réaction du monde face à cette agression. La première réaction qu'on a eue ici en Pologne, ça nous rappelait fortement la situation que la Pologne avait en 1939. Il faut tenir compte que la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne avait des accords signés avec la Grande-Bretagne et la France, n'est-ce pas? Si jamais la Pologne allait être attaquée par le Troisième Reich, les deux pays s'engageaient à réagir militairement face à cette agression. Et en fait, au moment où la Pologne est agressée par l'Allemagne nazie, les deux pays ont déclaré la guerre en Allemagne, mais il n'a jamais eu d'intervention militaire. Donc, c'est aussi une parallèle que je fais maintenant parce qu'on observe la situation en Ukraine. Bien évidemment, on essaye d'être solidaire, on envoie des armes, mais il y a quand même l'attente que la situation se règle en Ukraine même et qu'on ne sera pas tous engagés dans une guerre mondiale. J'ai noté, les Juifs ont vécu un terrible passé, ont subi des atrocités et ont vu leur peuple se faire décimer. Je me demande comment la morale de ces événements n'est pas suffisamment puissante pour atteindre le cœur de notre monde actuel, là où ce même peuple en exécute un autre. Et donc tu fais écho à quoi? Au conflit israélo-palestinien. Ça va demander une longue réponse. Ina partage totalement son indignation sur la situation catastrophique des Palestiniens. Mais il faut faire attention. Il y a une grande différence entre vouloir faire disparaître les Palestiniens de la surface de la terre et le fait de s'affronter dans une guerre, dans une lutte de revendication territoriale. Elle dit souvent sous forme de boutade que si les Israéliens étaient des génocidaires, au regard des chiffres de la croissance démographique palestinienne, ils seraient les pires génocidaires de l'histoire. Donc oui, la situation des Palestiniens est catastrophique. Oui, des extrémistes israéliens colonisent des territoires sans avoir le droit de le faire. Beaucoup d'Israéliens luttent pour la création d'un État palestinien. Et ce n'est pas parce qu'un peuple a souffert qu'il va devenir meilleur qu'un autre. En ayant fait les deux visites, le fort de Brenndonc et Auschwitz, j'ai ressenti des émotions différentes. Au fort, j'ai vraiment eu le temps de voir, de comprendre, de ressentir des émotions et de m'imprégner des lieux. Notre guide nous a particulièrement aidés à comprendre et il a répondu à nos questions.
Les inscriptions au mur sont toujours intactes, notamment dans la salle de jugement. Notre guide nous a raconté une histoire d'un homme qui m'a particulièrement touchée. Il a succombé à ses blessures 1 mois avant sa libération. À quoi sert ce travail de mémoire? Que garderons-nous de ce voyage? De ce projet. Il permet de ne pas oublier. Il conscientise sur les mécanismes qui mènent à l'exclusion et aux persécutions. La stigmatisation, la haine, l'instrumentalisation de la peur. Ne peuvent conduire qu'à des atrocités. On doit être réveillé à ce qui se passe dans le monde, pensez aux Ouïghours par exemple. Évidemment, on ne pourra pas régler ce qui se passe en Chine ou ailleurs. Soyons attentifs. N'oublions pas et ne répétons pas les erreurs du passé. Non au racisme. Non à la montée du populisme. Non au repli sur soi. Et non, je n'ai pas été coupé au montage. Comme vous avez pu le remarquer, ce travail d'élève n'est pas soumis à la censure. Rien ne nous a été dicté ou imposé. Nous avons pu livrer notre ressenti tel quel. Comme nous l'a souvent conseillé Ina, le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a plein de nuances de gris et elles ne sont pas toutes claires. Alors lis et nourris-toi de connaissances. Je peux y aller? Ouais, quand tu veux, tu fais un clap. Ouais. Rescapée d'Auschwitz, cela m'a rappelé tout ce qu'elle a vécu et qu'elle est venue nous expliquer. Je trouve que c'est un miracle de pouvoir encore voir les bâtiments, la structure telle qu'elle a été conçue, les traces laissées par certaines victimes d'ici. Non, vas-y. Je trouve que c'est un miracle de pouvoir encore voir les bâtiments. Allez, vas-y, donne-moi ça. C'est bon, je vais aller par là. Va là-bas. Je suis sortie de cet endroit avec des cœurs retournés. Pourquoi des cœurs? Non, c'est surtout que t'as dit, au lieu de dire fortement, t'as dit vortement. Ça va aller, toi. Droit à la caméra. Ouais. Et de ce projet. C'est une expérience riche en émotions qui ne changera. L'expérience, tu vois. D'après ce que j'avais vu sur internet, je m'attendais à avoir Dodeka, j'ai oublié d'appuyer sur. T'avais pas appuyé. Non, mais désolé. Ça va, elle a appuyé. Hein? Comme ça, là, c'est bon. Tu m'as dit appris. Allez. Donc j'ai pas vraiment eu de ressenti d'émotion forte. Ah, désolé, ma faute. Elle commençait enfin. J'étais grave. Vas-y. Désolé. Voilà. Attends, on voit Nico. Il permet de ne pas oublier. Refais-le une fois parce que tu rigoles et que c'est pas très Mais ça me stresse, je les vois que là. Après deux. Oh là. Dans la vidéo. Ça. Je vais ouvrir, je suis fort et puis j'ai pris un coup, j'avais peur que ce soit pas touché. C'est un des changements, mais je suis. Donc du coup, j'ai pas vraiment eu d'émotion. Non, je rigole, du coup, c'est pas grave, c'est pas grave. Bienvenue pour cette interview à la télé voyage Jean-Baptiste Jourdan. Nous avons ici Chanel Darras, journaliste de la télé voyage Jean-Baptiste Jourdan. Et là, vous est un objet de la télé Jean-Baptiste. Du coup, c'est bien. J'ai qu'une seule chose à dire pour le moment, c'est que je me suis sentie très oppressée. Chambre à gaz, elle mécanisme. Il s'écarte de ça.
Ok, let's go, je te suis. Mais... Respire, dis ton avis. Allez, on va pas le temps avec faire les autres, aller me tuer. Et maintenant, tu peux éteindre un peu, comme ça on garde la batterie. Voilà. Fais ce que tu veux. J'ai eu un peu du mal. J'ai rien fait là. Non, je ne saurais pas. Ben, regarde, je suis juste à côté. Quelles sont tes impressions sur le voyage J'essaie. Caméra, c'est pas pareil. À cette épaule-là, tu la mets un chouïa par là. Attends, ton épaule. Ce qui m'amuse. Mais c'était parfait, madame. C'était parfait, moi. Mais c'était parfait. Mais il était parfait. Incroyable. Vas-y, ça passe. Merci beaucoup. Je veux bien qu'on encourage mes élèves à nous rejoindre ici devant. Il y a Alice, Alicia, Shannon, Ethan, Nathan, Mathéo, Siaka, Najwa, Yéline. Voilà. Léna, elle est là. Tout le monde est là. Rohan. Et donc voilà l'issue de ce projet. Un an, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de travail, de voyage. C'est le deuxième voyage pour lequel on a obtenu des subsides. Je l'avais déjà expliqué pour ceux qui étaient là à la première vidéo au mois de septembre. Et donc voilà, on a obtenu 2 fois la possibilité de partir en voyage presque gratuitement. Donc une fois à Berlin et une fois maintenant Cracovie, parce que je me suis aperçue du coup avec la vidéo qu'on parlait de cette magnifique ville sans qu'on ait dit que c'était Cracovie. Voilà. Donc on est allé à Cracovie. 4 jours, et donc ce projet se termine. Comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, il y a la possibilité de poser des questions, bien de formuler des réflexions, quelque chose qui vous a marqué peut-être durant cette vidéo. Oui, Lily. Donc ma question c'est pourquoi vous avez choisi ce sujet? C'est à cause d'Alice. C'est pas de ma faute, c'est à cause d'Alice, donc je vais passer le micro, elle va pouvoir vous répondre. Ce sujet, c'est à cause de moi, du coup, depuis toute petite, mon frère et moi, on regarde des reportages sur la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, tout ce qui est historique, et l'histoire, ça me passionne énormément. Du coup, il y a 2 ans, on est arrivé en classe, Madame Trottin nous a dit « Qu'est-ce que vous voulez voir cette année ?» Directement, moi, c'était la Seconde Guerre mondiale, le génocide des Juifs, car je voulais plus m'informer là-dessus, plus comprendre, et grâce à tous les efforts de Madame Trottin, on a pu partir enfin cette année à Auschwitz, car l'année dernière ça n'a pas été possible. Une deuxième question. Alors, moi je voulais savoir, dans vos vidéos, à un moment donné, lorsque vous parlez du ghetto de Cracovie, on voit une place avec des chaises, et je voulais savoir quelle était sa signification. Je vais me permettre de répondre à cette question. Donc en fait, c'est le seul, on va dire, objet immobilier que les Juifs en général pouvaient prendre quand ils étaient éjectés des ghettos. Et donc en 1941, c'est le seul objet qu'ils pouvaient importer, sauf que les SS les jetaient. Et du coup, c'est pour ça que ça symbolisait, parce que sur la place là, on a retrouvé une montagne de chaises. Et donc la ville a voulu symboliser cela avec des chaises. Y a-t-il une autre question?
Oui, monsieur, on vous écoute. Voilà. Voilà, je voudrais savoir si on a parmi vous qui se sera fait une réflexion particulière après le voyage. J'étais déjà sensibilisée à ces questions de mémoire, au crime de la Shoah, mais ce projet nous a vraiment permis de prendre conscience de ce qui s'était passé. C'est faux. Moi lui, mais le truc, t'avais ta grosse tête qui est arrivée. Regarde, tu t'es posé sur toi, t'as rien senti. Moi, j'étais là comme ça. Là, tu zoomes. Une photo. C'est un peu... Faut prendre la lumière. Ouais, mais... Arrête de bouger, imbécile.